Chers amis, chers Friends of Funds, nous avons le plaisir de vous accueillir à nouveau virtuellement, crise sanitaire oblige, pour un nouvel événement Friends of Funds ce 9 mars 2021 au Théâtre des Salons à Genève. Ce soir, nous vous proposons un débat sur le thème suivant, état des lieux sur la gestion des risques. Différents axes seront envisagés, exigences réglementaires accrues, challenge opérationnel, bonnes pratiques en la matière, pour n'en citer que quelques-uns. Le débat de ce soir sera animé par M. Graziano Lucenti, de Lucenti Partners SARL, une société de conseil en investissement établie à Nyon. M. Lucenti va dès à présent vous présenter le panel réuni pour ce débat. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session du printemps 2021 de Friends of Funds à Genève, consacrée au thème de la gestion des risques, état des lieux. Pour en débattre aujourd'hui, vous avez dans la salle 4 intervenants. Je vais peut-être demander aux 3 personnes qui sont autour de moi de se présenter brièvement, et ensuite je me présenterai également en tant qu'animateur. Alors, on va peut-être commencer par Didier, d'Unigestion. Oui, bonjour, donc Didier Michou. Ça fait maintenant 8 ans que je suis chez Unigestion en tant que Chief Risk Officer, et ça fait un peu plus de 20 ans que je pratique le métier de la gestion du risque dans toutes sortes d'environnements. Trading, banque commerciale, hedge fund, et aujourd'hui asset manager, on va dire un peu classique, et ça reste un métier absolument passionnant. Merci. Dinesh. Alors, merci pour l'invitation. Oui, alors, donc Dinesh Gallio, je suis le Chief Risk Officer de Mirabaud Asset Management. C'est un petit peu copier-coller parce que j'ai également un peu plus de 20 ans d'expérience dans des milieux très diversifiés comme banque commerciale, banque d'investissement, hedge fund, consulting, et puis depuis 13 ans maintenant chez Mirabaud, et toujours aussi passionné. Merci Dinesh. Oscar. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis Oscar Garcia, le directeur général de Cassis Switzerland SA. C'est une direction de fonds que nous avons une particularité parce que nous ne faisons pas la gestion des actifs à l'interne, mais nous déléguons la gestion des actifs à des gestionnaires tiers. Donc pour nous, la gestion des risques, c'est très important aussi. Je suis en Suisse depuis 3 ans et chez Cassis depuis 13 ans maintenant. Très bien, merci. Merci Oscar. Et moi-même, je me présente aussi brièvement, Graziano Lucenti. Donc, je suis managing partner et fondateur de Lucenti Partners à Nyon. Nous sommes une société de conseil en investissement pour des investisseurs institutionnels et professionnels. Et c'est en cette qualité de conseiller en investissement. Donc, nous avons affaire à la thématique des risques en relation avec nos clients directement, qui sont souvent des caisses de pension, mais en relation aussi avec les asset managers, avec qui nous sommes souvent amenés à collaborer dans la sélection d'approches de gestion, de produits. Et donc, on fait un petit peu l'interface entre l'investisseur institutionnel et l'asset manager. Sans autre, je vous propose de commencer par une première question. Une première question qui a trait à que j'adresse donc aux intervenants de cet après-midi, qui a trait à la thématique en matière de gestion des risques, de la taille, de la complexité et des spécificités des fonds d'une part, mais aussi de la structure de gestion qui promeut et qui gère ces fonds. Alors j'aimerais vous entendre sur cette question de taille, de complexité, de spécificité, d'une part en matière de fonds, mais aussi d'autre part en matière de structure de gestion. Didier, est-ce que vous voulez peut-être commencer ? Oui, volontiers. Alors, il y a certainement une relation entre la taille et la complexité, parce que
La taille du gérant, déjà, va, j'imagine, quasiment automatiquement être corrélée au nombre de stratégies qu'on va vouloir implémenter. Donc, on va avoir une multiplication aussi des investissements dans différentes asset classes et une multiplication aussi des instruments dans lesquels on va vouloir traiter. Donc, tout ça amène certainement une complexité au niveau de la compréhension déjà des actifs qu'on va gérer, de la manière de les gérer, de la manière d'approcher le risque, ou en tout cas le risque de marché, le risque d'investissement. Et puis je pense qu'il y a une relation très claire aussi de tout ça avec la complexité opérationnelle qui va accompagner l'implémentation de ces stratégies. C'est clair qu'acheter des equities, ça reste quand même un métier relativement simple. Vouloir implémenter ensuite une stratégie avec de la dette, voire de la dette privée, on commence à se lancer dans l'investissement dans des dérivés qui peuvent être plus ou moins compliqués. Ça veut dire aussi multiplier les relations de trading, avoir plusieurs ISDA en place, potentiellement avoir plusieurs clearers en place, avec une tuyauterie à mettre en place à chaque fois qui va être différente, avec des modus operandi différents. Donc, je pense qu'effectivement, il y a une corrélation assez claire entre la taille du gérant et la complexité, à la fois, je dirais, des stratégies d'investissement et de l'opérationnel. Pour reprendre un point peut-être que vous abordez, est-ce qu'il vous semble que le risque, disons, ou les risques majeurs se situent plutôt au niveau produit, et donc les classes d'actifs, les dérivés, etc., ou au niveau de structure de gestion? Peut-être, c'est un point qui me paraît, bon, on parle beaucoup de la différenciation entre enterprise risk d'une part et investment risk d'autre part. Finalement, est-ce que ça recouvre un petit peu cette différenciation entre les produits et la structure de gestion elle-même, Dinesh? Oui, alors tout à fait. Donc, par le passé, on était vraiment concentré sur le investment risk. Donc ça, c'était le plus important, c'est qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe dans les portefeuilles et qu'on puisse expliquer aux investisseurs à quoi ils s'attendent et puis comment les performances sont décomposées. Maintenant, de plus en plus, on se tourne aussi en interne pour regarder est-ce qu'on a vraiment les bons process en place, est-ce que la complexité des instruments, la complexité des produits font qu'il y a plus en plus de réglementation aussi, d'exigences de la part de nos surveillants. Donc, en fait, ça amène plein d'autres risques qui n'étaient pas nécessairement analysés par le passé, qui aujourd'hui ne pourra plus passer à un processus d'audit standard et qui pourra plus être envisagé pour des investisseurs institutionnels, professionnels. Oscar, un commentaire de votre part concernant cette différenciation entre produits et structure de gestion, et puis on va dire investment risk, et puis enterprise risk, dans le cas de votre structure justement de gestion? Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec mes collègues. Et quand on parle de risques, à mon avis, tous les risques sont liés. On ne peut pas analyser un risque en silos, en isolation. Donc, si on parle de taille, pour nous, par exemple, plutôt que la taille, c'est le nombre de gestionnaires tiers que nous devons contrôler, qu'on doit superviser. Peut-être, Oscar, il faut préciser que votre structure CACEIS, oui, contrairement à ce qui est le cas chez Unigestion ou Mirabeau, vous faites beaucoup de white labeling. Donc, vous proposez finalement le wrapping, toute la structure administrative de gestion, aussi de gestion des risques, pour des gérants tiers. Et évidemment, dans ce cadre-là, les gérants tiers ne font pas partie de votre organisation, de votre groupe. Et donc, ça a comme conséquence quand même une appréhension du risque un peu différente de celle justement d'une société voilà, comme Unigestion ou comme Mirabeau. Vous pouvez peut-être un petit peu expliquer plus en détail les différences que ça, enfin les conséquences que ça a en matière de risque? Oui, tout à fait. Ça c'est vrai. Nous, comme j'ai dit tout d'abord, nous sommes en direction de fonds, mais nous ne faisons pas la gestion à l'interne. Donc pour nous,
faire la gestion des risques avec les gestionnaires tiers et il ajoute une complexité additionnelle pour nous parce qu'il faut faire les due diligence sur tous les gestionnaires et par exemple, si on parle des les différentes lignes de défense, la première ligne de défense pour notre business model est avec les gérants. Donc, ils sont la première ligne, la deuxième ligne, mais nous avons la deuxième ligne. Donc, pour nous, c'est super important de connaître très bien la structure des risques de nos gérants aussi. Mais ça nous ajoute beaucoup de risques additionnels parce que si, comme vous le savez, on peut déléguer la fonction, mais on ne peut pas déléguer la responsabilité. Donc c'est pour ça que pour nous, ça implique un peu plus de complexité dans la structure. D'accord, je comprends. On va reprendre peut-être tout à l'heure la question de ce que vous appelez les lignes de défense, les 3 lignes de défense. Je crois que c'est un thème aussi qui est assez répandu dans le risk management en matière de société de gestion, d'asset manager. Mais avant d'aborder cette question-là, j'aimerais qu'on revienne sur un thème que vous avez mentionné qui me paraît important, très très important aujourd'hui, c'est toute la thématique de la due diligence. Alors bon, on a compris qu'ACIS en tant que société de gestion de fonds qui collabore avec des asset managers externes est bien sûr tenu à faire ces exercices de due diligence de manière très approfondie. Alors, comment les faites-vous dans des sociétés, on va dire, où les asset managers sont étroitement liés à la société d'asset management? Comment faites-vous ces exercices de due diligence? Vous les faites aussi ou comment est-ce que vous procédez en la matière? Dinesh? Alors, il y a 2 volets ici. Premièrement, nous avons des entités juridiques qui sont basées dans différentes législations. Donc, par exemple, on a une Manco qui est à Luxembourg. Elle est obligée de faire une due diligence sur les entités Mirabeau qui sont à Londres ou qui sont à Genève. Donc, quelque part, même en interne, on se fait des due diligence. Donc, ça, c'est une partie inhérente de la façon dont nous devons travailler. Ensuite, on a aussi évidemment énormément de due diligence qui est fait par nos investisseurs. Donc, ça nous apprend aussi beaucoup sur les tendances du marché, les exigences des investisseurs les plus assidus. Et donc, nous, on essaie toujours d'avoir un pas en avance, donc le best practice dans la matière de risk management. D'accord. Puis je dirais qu'on a une dimension peut-être un peu différente aussi. C'est comme le disait Benesh, bon, on se fait due diligencer 25 fois par année. Donc on commence à bien connaître cet exercice-là et à bien nous connaître de par ce fait. Mais contrairement à KCIS qui effectivement délègue la gestion à un gérant externe, ça nous arrive aussi. On a quand même la gestion externalisée. Donc on fait quand même ce processus de due diligence évidemment sur ces gens-là. Comme nous, on gère quand même beaucoup en direct. En fait, on doit aussi pratiquer cet exercice de due diligence et de monitoring continu sur les contreparties avec lesquelles on traite. Il faut quand même s'assurer que, en gros, la qualité des banques d'investissement avec lesquelles on va traiter est suffisante pour ne pas se retrouver avec un défaut face à nous et une perte potentielle pour les clients qu'il va falloir non seulement expliquer, mais potentiellement compenser du fait d'un défaut de monitoring. Donc ça, c'est certainement une dimension aussi supplémentaire sur on va dire, les prestataires ou les contreparties avec lesquelles on traite. Puis je rebondirai aussi sur ce qu'a dit Oscar tout à l'heure. Je crois qu'en fait, on a un modèle, nous, qui est un peu symétrique à celui de KCIS. KCIS, c'est un modèle, je dirais, d'entonnoir avec une multitude de gérants externes et finalement, tout est funnelé au travers vers KCIS. Nous, c'est un peu l'inverse, en fait, notre situation. On gère nous-mêmes les portefeuilles, mais par contre, on a un florilège de prestataires de services, de dépositaires, d'administrateurs avec lesquels on doit travailler parce qu'on ne gère pas que des fonds, on gère aussi des mandats
pour des clients externes qui viennent avec leurs prestataires, leurs dépositaires, qui travaillent tous avec leur manière, leur système, leur cut-off, leur processus, etc. Ce qui fait que nous, on a une hétérogénéité opérationnelle à gérer en aval de l'activité de gestion et pas en amont, en fait. Et c'est une situation qui est symétrique à celle de KCIS, mais qui amène aussi une dimension de complexité opérationnelle qu'il faut absolument adresser. Donc le thème, je dirais, de la complexité opérationnelle, vous le disiez au début, il est bien entendu aussi lié à la complexité des classes d'actifs sous-jacentes. S'il y a des dérivés, ça va être plus compliqué. Si c'est des valeurs qui ne sont pas traitées daily, ça va être plus compliqué. Donc si voilà, vous parliez de dette privée ou d'autres actifs qui sont valorisés avec une fréquence moindre, cette complexité, est-ce que vous avez le sentiment que dans le système dans son ensemble, parce qu'on est quand même dans un moment du cycle économique et financier marqué par des valorisations élevées, marqué par des flux très importants qui augmentent presque sans arrêt du fait des actions des banques centrales et des gouvernements. Est-ce que vous avez le sentiment que cette complexité, finalement, elle est pas dans votre structure, on va dire, mais au niveau du système, au moyen des techniques, des outils de gestion mis en place, est-ce que vous avez le sentiment que c'est bien contrôlé ou vous avez le sentiment que, mon Dieu, il pourrait quand même avoir encore des difficultés tout d'un coup, des choses assez imprévues? Oscar Oui, j'espère qu'on a les bons systèmes pour faire les contrôles. Mais oui, vous avez raison. Pour moi, je crois que maintenant, il y a un risque, je crois que nous ne parlons pas beaucoup, c'est le risque, à mon avis, d'adaptation au changement. Par exemple, si on voit cette année ce qui s'est passé depuis le commencement de la pandémie, on a complètement changé notre approche. Par exemple, on s'est focalisé beaucoup dans les risques de liquidité. Et ça, c'est normal, mais il faut s'adapter très vite à ça. Donc, c'est un autre risque dont il faut parler, il faut s'adapter, il faut mesurer, il faut mettre tout ça dans les systèmes internes de contrôle aussi pour nous assurer, et il faut former les équipes pour les conscientiser qu'il y a de nouveaux risques qui vont venir et il faut s'adapter. Je crois que ça c'est important aussi d'un point de vue plutôt des risques d'entreprise. Et peut-être parce que si on voit les investment risks, je crois que maintenant avec les outils qu'on a, ça c'est bien maîtrisé, bien contrôlé, mais c'est plutôt l'autre risque, le risque d'entreprise. Comment on mesure, on contrôle tous les autres. Mais justement, cette différenciation qui est certainement pertinente, c'est ce que vous avez l'air de souligner, entre enterprise risk, donc lié au risque de l'entreprise, de la structure, d'une part, et à l'investment risk lié à la classe d'actifs. Bon, je pense que vous avez raison de souligner le fait que par le passé, l'investment risk était traditionnellement assez bien géré, on va dire, ou plutôt bien géré, et puis qu'on négligeait peut-être un peu l'enterprise risk. Aujourd'hui, voilà, on a fait des progrès dans les sociétés de gestion comme les vôtres en matière d'enterprise risk, mais néanmoins, je suis quand même frappé qu'avec quand même une certaine régularité, on va dire tous les ans, ou tous les 18 mois, ou tous les 2 ans, on a dans cette activité de gestion de fonds, de gestion de risque dans les fonds, il y a des cas qui se présentent où tout d'un coup, en l'espace de quelques jours, ou de quelques semaines au mieux, voire de quelques jours, vous avez des structures qui sont relativement bien établies, avec des partenaires de qualité, qui ont eux aussi des structures de risque de management qui sont bien établies, et bien tout d'un coup, on apprend que voilà, il y a un gros problème, et les sociétés disparaissent ou au moins sont acculées plus ou moins à la faillite. On a eu un cas ces derniers temps qui est quand même qui laisse perplexe, c'est celui dans le domaine du supply chain finance, où en l'espace de quelques jours, voilà, il y a des prestataires qui disparaissent, et pourtant on veut croire que là aussi il y avait des structures de risque de management, des systèmes en place. Comment vous expliquez tout d'un coup cette accélération, ces cas, voilà, le ciel bleu, tout d'un coup, pouf,
3 semaines après, moi, ça m'interpelle. Non seulement en tant que conseiller, si vous voulez, pour des institutionnels comme des caisses de pension, mais ça m'interpelle aussi par rapport aux informations qu'on peut recevoir, aux informations qu'on nous donne. On reviendra sur la question de l'information, mais simplement, j'aimerais vous entendre sur simplement comment c'est possible encore en 2021 qu'on ait des situations tout d'un coup comme ça, voilà, de disparition rapide de structures. Je ne sais pas si vous avez un commentaire à faire. Oui, alors, vous savez, ça arrive toujours qu'aux autres. Bon, blague à part, je crois qu'il faut différencier entre qu'est-ce qui est risque attendu et qu'est-ce qui est risque inattendu. Si vous avez un risque attendu, c'est plus un risque. C'est que en fait, vous vous exposez à quelque chose où vous savez que ça peut tomber en ruine sous quelques jours ou sous quelques semaines. Maintenant, les risques. Donc, nous, notre métier en tant que risk manager, c'est de faire l'inventaire de toutes les possibilités. Après, la question de savoir jusqu'où on veut aller pour prendre du business et puis à quel seuil on veut bien aller en faillite, c'est un peu le value at risk au niveau enterprise. Ça, c'est une décision de gestion qui doit se faire. De savoir est-ce que je vais aller dans telle ou telle classe d'actifs, oui, sachant que 9 chances sur 10, ça passe bien, ou 99 chances sur 100. Mais concrètement, dans ce domaine, justement, pour reprendre cet exemple, hein, qui est encore en cours, on va dire supply chain finance, est-ce que c'est un problème d'enterprise management ou d'investment risk? Ou les deux? Parce qu'on fait cette distinction entre enterprise risk et investment risk, qui est certainement opérationnel sur plusieurs plans. Mais est-ce qu'à votre sens, dans le cas d'espèce, c'est plutôt enterprise risk ou plutôt investment risk? Lydie? Alors, je peux difficilement parler du cas que vous avez en tête parce que je ne suis pas sûr de vraiment savoir lequel c'est. Mais je pense que tout ce qu'on a mis en place ces 20 dernières années, que ce soit au niveau du monitoring et de l'identification des risques d'investissement ou des risques d'entreprise, je pense qu'il se base sur un principe de bonne foi. C'est-à-dire que tout le monde travaille de bonne foi dans l'intérêt du client, de l'entreprise, etc. Et je pense que quand même régulièrement, quand on a pu voir des blow-up dans le passé ou des accidents, je pense que nombre de ces cas, peut-être pas tous, hein, mais en tout cas nombre de ces cas sont liés à des comportements, je dirais, déviants, pour utiliser une terminologie soviétique, ou en tout cas des comportements qui ne sont pas forcément toujours de bonne foi. Et donc on se retrouve avec des problèmes soit de gouvernance, soit de manque de transparence, qu'avec toute la meilleure volonté du monde en tant que risk manager, avec tous les systèmes que vous voulez, si à un moment quelqu'un décide de cacher quelque chose, je pense que c'est toujours possible. C'est de plus en plus difficile parce qu'il y a X niveaux de contrôle, d'audit interne, etc. Mais je pense qu'une bonne partie des cas que vous mentionnez sont liés essentiellement à un risque humain, en fait, à un moment donné. Et ça, c'est extrêmement difficile à capturer, souvent trop tard. Et je pense que ça va être un des gros challenges, en fait, qu'on va devoir intégrer. Et honnêtement, aujourd'hui, personnellement, je ne vois pas trop comment faire, à part croiser l'information en permanence. Je pense que la multiplicité des indicateurs, des monitorings, des opinions peut permettre potentiellement, avec l'aide de beaucoup de bon sens et de recul, à potentiellement identifier ce genre de comportement indésirable. D'accord. Mais je pense que ça reste... Moi, je pense que le facteur humain est complètement... le plus difficile à cerner, ouais, à cadrer... Et puis à intégrer aussi dans les modèles, j'imagine, tout simplement. Alors, je ne vois pas comment, honnêtement. Je pense que là, il faut faire appel à un solide bon sens paysan. Ouais. Et quand une histoire est trop belle, je pense qu'il faut... Moi, j'aime bien le bon sens. Ouais, je trouve enfin, voilà. C'est pas forcément quantifiable, mais au moins, je pense qu'effectivement, c'est une contribution importante. Peut-être un commentaire à ce propos? Oui, volontiers. Je pense que c'est un sujet très intéressant aussi. Et à mon avis, ça implique les deux types de risques, investment risk et enterprise risk. Investment risk,
on les connaît, mais ça peut changer aussi. Mais si on parle, par exemple, je vais donner un exemple qui peut expliquer tout ça. On parle maintenant des risques physiques ou risques humains, c'est-à-dire que ça y compris aussi les risques géographiques. À cause des changements climatiques, par exemple, il y a beaucoup de régions qui sont exposées à événements climatologiques. Donc, c'est-à-dire que les investisseurs qui habitent là, peut-être que la capacité d'investissement va être réduite. Donc, si ça c'est le cas, pour la gestion des risques ou des portefeuilles, comment on fait la gestion des actifs avec quelle maturité, avec quel horizon et tout ça, ça peut changer complètement. Mais aussi, de côté entreprise, il y a ce qu'il s'appelle les transition risk, c'est-à-dire qu'on est en train de changer. Par exemple, je ne sais pas si on va parler de ça plus tard, mais avec la stratégie ESG, et tout ça va changer aussi. Donc, il faut faire la transition vers tout ça, parce qu'il y aura, à mon avis, de nouveaux risques qui vont venir. Avant de passer encore, avant d'aborder aussi ces thématiques ESG, j'aimerais qu'on revienne sur un thème qui a été abordé, celle des 3 lignes de défense. Bon, on a parlé de la différenciation entre enterprise risk et investment risk. Et puis ensuite, pour cerner les risques de manière efficiente au sein d'une structure, il y a cette notion de 3 lignes de défense. Donc, la première ligne, ce sont les gérants eux-mêmes qui ont des outils, qui sont censés gérer le risque. La deuxième ligne, c'est finalement vous. C'est vous l'œil externe qui surveille, qui intervient, etc. C'est la deuxième ligne de défense. Et puis, la troisième ligne, c'est celle des réviseurs internes, externes, qui interviennent justement pour cadrer ça. Est-ce que ça fonctionne bien, la matière? Est-ce que vous voyez encore des lacunes sur ce plan-là, ou est-ce qu'on peut dire non? Finalement, ça fait ses preuves. Voilà, c'est comme la différenciation enterprise risk et investment risk. Ces 3 lignes de défense en matière de gestion des risques, c'est performant et ça fonctionne. Nénèche? Alors, je pense que c'est absolument primordial d'avoir ces 3 lignes bien séparées et bien indépendantes. Nous, on voit que en mettant la responsabilité de première ligne de défense chez les gérants, ça les responsabilise. Et donc, en fait, ils prennent des actions réfléchies. Donc, nous, en tant que risk manager, on peut mettre des outils à leur disposition. Donc, je pense notamment à des pre-trade control, donc les restrictions d'investissement qui sont codées dans les systèmes qui les empêchent de tomber sur leur clavier, donc faire une bêtise. Mais quelque part, en fait, avant chaque décision d'investissement, le gérant il va demander est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit. Et ensuite, nous derrière, on rattrape donc une deuxième ligne de défense, on regarde, on vérifie tout ça d'un œil indépendant. Donc, on peut challenger la première ligne quand on n'a pas d'accord sur certaines choses. Mais c'est vraiment une dialogue saine et puis de contrepartie, de partie indépendante. Et ensuite, évidemment, la troisième ligne de défense qui est l'auditeur est un peu plus reculé. Donc là, c'est annuel ou semi-annuel quand ils font des plans d'audit. Et ça permet aussi de voir est-ce que le risk management a mis en place tout le système et puis est-ce qu'ils font vraiment... Et donc tout ça fonctionne bien? Alors chez nous, ça fonctionne très bien, oui. Didier? Alors personnellement, moi j'aime beaucoup ce modèle parce qu'il amène cette dimension de responsabilité, comme Danesh le mentionnait. Je pense que c'est vraiment important que les gérants comprennent qu'ils sont responsables des risques qu'ils prennent. Et ça paye ou des fois ça paye pas. Donc je pense que ça c'est vraiment important. Et je pense que ce modèle fonctionne bien parce que justement à chaque niveau correspond aussi un certain scope de sujets couverts. Et en fait, plus on monte, plus on se rend compte que les gens couvrent des scopes de plus en plus larges. Chaque PM va être concentré sur son portefeuille, mais le risk manager il va suivre une douzaine de portefeuilles, voire même plus. Voire même des portefeuilles dans différentes asset classes, voire dans différentes investment lines. Et puis les auditeurs eux-mêmes vont avoir une approche beaucoup plus high level
plus basé sur le bon sens, encore une fois. Et c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup j'accorde beaucoup d'importance à la notion de bon sens. C'est qu'eux, ils vont pas regarder tout dans les détails, ils n'ont pas le temps dans une mission d'audit. Par contre, ils vont taper dans les pneus un petit peu, puis regarder si ça fait sens, tout ce qu'on fait, si les chiffres et la manière dont on les adresse fait sens. Et il y a quelque chose qui est défendable aussi face à une direction d'entreprise ou le conseil d'administration. Et je pense que le fait d'avoir justement ce niveau de responsabilité différent et aussi ces chaînes de communication différentes amènent beaucoup de robustesse au système. Et moi, j'y crois beaucoup, en fait. J'aime vraiment beaucoup cette approche-là. OK. Oscar, aussi un commentaire? Oui, complètement d'accord. Oui, je crois que c'est nécessaire d'avoir au moins les 3 lignes de défense. Et chez nous, je crois on peut dire qu'il y a 4, parce que comme on travaille avec les gestionnaires tiers, il y a les portfolio managers pour les risques, la première ligne de défense, mais aussi les départements de risque chez les gestionnaires, parce que tous nos gestionnaires, ils sont surveillés par la firme, bien sûr. Et chez nous, on a les départements de risque qui, indépendamment, ils font les contrôles des risques des portefeuilles, on fait les contrôles des risques des produits aussi. Donc ça, c'est chez nous, c'est 4 lignes, on peut dire ça, que c'est 4 lignes de métier de défense. Et honnêtement, je suis, en tant que directeur général, je suis super contente avec ça. Ouais. Okay. C'est nécessaire. Un point encore, puisqu'on est un peu dans l'opérationnel, finalement, pour clore un peu cette partie-là. On a parlé beaucoup de complexité, on a parlé des problèmes de contrepartie, il y a aussi les questions d'équipe, de challenger les équipes. Il y a aussi finalement la question des coûts. Et aujourd'hui, on sait que l'industrie des fonds, une industrie globale, mais quand même sous pression. En termes de rentabilité, vous êtes aussi tenu vous êtes tenu par des contraintes non seulement de performance en termes de résultats financiers, mais aussi de rentabilité en termes de résultats opérationnels de l'entreprise. Et est-ce que vous avez le sentiment que vous, qui êtes risk manager, on vous écoute, ou est-ce que vous devez des fois intervenir en disant non, ça il ne faut pas faire parce que ce n'est pas OK pour différents motifs, alors que ça pourrait peut-être être très intéressant sur un plan de rentabilité des affaires? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on vous écoute, ou au contraire non, on vous écoute mais peut-être pas autant qu'il faudrait? Est-ce que finalement vous sentez vous-même cette contrainte de la rentabilité, de la concurrence, enfin une certaine pression, pour peut-être être quelquefois un peu soft ou un peu compréhensif? Didier? Alors oui, on la sent bien, oui. Alors est-ce qu'on nous écoute? Alors je peux parler pour mon expérience personnelle. La réponse est oui. Je suis impliqué dans énormément de choses. La bonne nouvelle, c'est qu'on a implémenté depuis maintenant un certain nombre d'années une véritable... on va dire, on a imposé la réflexion de la profitabilité potentielle d'une nouvelle stratégie, d'un nouvel instrument dans une stratégie, ou d'une nouvelle opportunité dans la réflexion avant de prendre la décision. Parce qu'on a vécu des expériences qui ont fait qu'on a investi un temps énorme pour implémenter quelque chose qui finalement, à la fin, n'était pas forcément... a bien marché, mais finalement, est-ce que ça valait vraiment la peine d'investir autant de temps et d'énergie là-dedans? Ça a été quand même un eye-opener, en fait, pour un nombre de projets. Donc oui, c'est quelque chose maintenant qui est complètement intégré dans les processus. La gestion des risques est directement impliquée là-dedans et a son mot à dire. Alors on fonctionne plus par une approche par comité quand même que réellement le Chief Risk Officer qui dit oui ou non à la fin, quoi. C'est pas forcément une responsabilité que j'aimerais avoir. Je pense qu'elle n'est pas justifiée non plus. Je pense que c'est une décision business, donc ça veut dire que ça doit être le business dans son entier qui doit prendre cette décision-là, mais on doit s'assurer que toutes les voix soient bien entendues au bon moment. Donc oui, clairement. Oscar?
Oui, pour nous, c'est un peu différent parce que nous n'avons pas la pression sur la rentabilité. Ça, c'est plutôt chez les gérants. Mais oui, mais comme a été expliqué, pour eux, c'est la même chose. Je crois qu'ils ont des pressions pour voir les projets. Mais vous, dans votre activité, vous sentez, justement parce que vous faites beaucoup d'administration de fonds pour des tiers, de white labeling, vous avez moins ce sentiment d'avoir la pression sur la rentabilité, parce que nous sommes ici, la taille c'est important aussi. Donc, comme administrateur des fonds global, nous avons beaucoup des actifs dont on a tous les instruments. Donc, on est habitué à traiter les instruments financiers et tout ça. Donc, nous n'avons pas beaucoup de pression de nos clients pour faire X ou Y. Mais je crois que c'est important de lier ça avec les due diligence dont on a parlé très brièvement. C'est que c'est important, avant d'entrer en relation avec quelqu'un, il faut faire une due diligence complète. Pas seulement de l'entreprise, en tant que s'ils sont de la bonne réputation, si financièrement ils sont solides, mais aussi risque produit. Donc, ça, pour nous, ça c'est très clair parce que comme nous travaillons avec les gérants externes et surveiller tous les politiques d'investissement, ils sont très clairs définis pour nous. Donc, nous n'avons pas la pression là. Denis ? La pression, oui, très certainement. Donc, c'est un bras de fer continu qu'on a. Après, c'est une question de culture d'entreprise. Donc, c'est le management qui doit aussi définir quel est le niveau de risque qu'ils veulent prendre. Donc, risque enterprise, on est d'accord. Je donne un exemple. Si vous avez un fonds et que vous faites un active breach et que ça vous coûte 1 million pour dédommager le fonds, est-ce que vous avez fait une économie en supprimant un software ou bien en licenciant une personne ? Pas nécessairement. Donc, c'est vraiment c'est un état des lieux qu'il faut faire constamment pour dire, OK, mais jusqu'où on peut aller dans notre prise de risque. Est-ce que c'est payant de réduire les coûts et évidemment que les coûts de overhead, donc les coûts de support, oui ou non. Donc, c'est vraiment cette réflexion qui doit se faire. Et je pense que le meilleur niveau, c'est au niveau de la gestion. C'est vraiment la culture d'entreprise qui doit décider de qu'est-ce qu'on veut faire, jusqu'où on veut aller dans la protection et dans les due diligence, dans les systèmes. Très bien. Écoutez, je vous propose d'aborder un autre thème qui a déjà été mentionné tout à l'heure par Oscar. C'est la thématique, alors très large, des investissements durables, des investissements ESG. Alors, on reviendra peut-être à l'élément de risque induit par les changements climatiques, etc. Ça, je crois que c'est un thème à reprendre, mais qui est un peu spécifique. J'aimerais d'abord qu'on aborde la question de cette nouvelle réglementation au niveau européen. Et bon, la Suisse est quand même concernée, puisque beaucoup d'asset managers suisses ont leurs fonds qui sont établis au Luxembourg ou en Irlande à Dublin. Donc, c'est cette réglementation SFDR pour Sustainable Funds Disclosure Regulation. Donc, c'est cette nouvelle ce règlement européen qui impose aux asset managers de classer tous leurs fonds en 3 critères, selon 3 catégories, plus ou moins green, on va dire, du plus green au moins green, voire au gris carrément. Donc voilà, c'est une règle européenne qui impacte encore une fois les Suisses, même si elle n'a pas encore retranscrite en tant que telle dans la législation suisse. Mais en tant qu'asset manager et en tant que risk manager, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que c'est une source, disons, alors de travail supplémentaire, d'administration, de bureaucratie supplémentaire, avec finalement peut-être très peu de résultats concrets? Ou est-ce que vous pouvez en faire quelque chose, même sur le plan commercial, en faisant la promotion justement du fait que tous vos fonds sont plutôt dans la meilleure catégorie selon cette nouvelle réglementation? Qu'est-ce que ça vous inspire, Didier, cette législation? J'aurais tendance à dire c'est une régulation de plus.
Après l'avalanche de régulation qu'on a prise ces 15 dernières années, je dirais, bon, voilà, c'est presque business as usual, même si... alors, je pense que cette régulation va au-delà de juste la classification des fonds, elle a des exigences organisationnelles aussi hein, sur les entités de gestion. Il faut qu'on démontre qu'on est bien capable de prendre en compte ces risques ESG dans le processus de gestion et dans le suivi des investissements. Donc ça veut dire restriction d'investissement spécifique, ça veut dire métriques de risque supplémentaires à implémenter, ça veut dire modèle à développer, ça veut dire reporting supplémentaire à faire. Donc qu'est-ce que ça m'inspire? Ça m'inspire, bon ben voilà, c'est du boulot en plus quoi. Est-ce que ça va vraiment changer les choses? Je ne sais pas. Honnêtement, là, je ne suis vraiment pas habilité à répondre à cette question-là. Ça va certainement changer une partie du fonctionnement du marché, de la dynamique de marché. Oui, ça c'est certain, ça me paraît assez évident. Maintenant, ce que ça va changer fondamentalement, là j'ai du mal à répondre. Là, je suis vraiment pas bien placé pour ça. Alors, ces dernières années, l'ESG est devenu un formidable outil de marketing, surtout. Donc, tout le monde s'est inventé ESG, et puis green, etc. Les investisseurs aujourd'hui ils se trouvent face à des complexités, à des différences d'approche par asset manager. Donc ici, je pense que les régulateurs, ils ont juste voulu dire, OK, on harmonise, et puis on ne veut pas de green bashing, on veut vraiment que si vous dites que vous êtes ESG, mais que vous ayez vraiment les procédures et puis que vous ayez vraiment une approche. Donc de ce côté-là, je suis assez optimiste pour dire qu'on va apporter un peu plus de clarté dans cette jungle. Maintenant, ça passe par évidemment des mises à jour des prospectus, ça passe par les mises à jour des procédures en interne, par des travaux de reporting. Donc clairement, ça alourdit encore toute la chaîne de compliance et risques dans les structures qu'on a. D'accord. Oui, oui, tout à fait, je suis d'accord. Et aussi, il faut considérer que peut-être que sur les cours de terme, peut-être qu'il y aura un impact dans la performance des fonds aussi, parce que je pense que quand les gestionnaires et les portfolio managers, ils vont qu'est-ce que tu dis, implanter la nouvelle stratégie ESG, il faut faire une reallocation, asset reallocation. C'est-à-dire que ça, à mon avis, aura un impact positif ou négatif, peut-être que négatif, dans les portefeuilles aussi, dans les performances du fonds. Et après, côté risque, bien sûr, il faut s'habituer à un nouveau reporting et tout ça. Donc, mais ça engendre aussi des coûts quand même. Est-ce que vous arrivez à les chiffrer quelque part, ces coûts additionnels de ce type de réglementation très spécifique Partiellement en tout cas. Il y a déjà des souscriptions à des data vendors supplémentaires qu'on n'utilisait pas avant. Ouais. Donc c'est des nouveaux systèmes, c'est peut-être des personnes en plus, c'est plus de travail pour les personnes en place, c'est quand même vite des montants relativement importants pour une classification un peu formelle, c'est ça en fait. À minima, oui. Ouais, à minima. Ouais. Ouais. Si vous voulez jouer le jeu ESG, hein, si vous décidez que donc, tous mes fonds sont article 6, non concernés, à ce moment-là, ça ne change pas grand-chose. Mais aujourd'hui, on est plutôt dans un cas de figure où si vous voulez chercher de nouveaux investisseurs, c'est vraiment un argument, c'est un plus qui est recherché quasiment par tous les institutionnels aujourd'hui. Ça va devenir un must-have, hein, je pense que si on n'est pas ESG, je pense que ça va être très difficile de lever des fonds auprès de la majorité des investisseurs institutionnels. Donc, et en matière de coûts aussi, vous confirmez que c'est des coûts additionnels ou ça... Je crois que oui, parce qu'il aura besoin de produire un nouveau reporting, mais aussi peut-être que, à mon avis encore, l'univers d'investissement, l'investment universe, peut-être un peu réduit aussi à cause de ça, parce qu'il faut être, pour les compagnies, pour investir, il faut qu'ils soient en conformité avec les règles ESG. Donc, il faut faire une reallocation, asset reallocation. Donc, peut-être que l'univers, si tous les fonds de pension vont faire la même chose, l'univers d'investissement va être réduit. Donc, il impliquera beaucoup de coûts aussi, à mon avis. Pour
pour en rester au domaine ESG, là on a abordé la question finalement par le petit bout de la lunette, en quelque sorte, puisque c'est la réglementation européenne, voilà, c'est très formel, etc. Mais si on en vient, qu'on prend le grand bout de la lunette et qu'on prend la thématique des risques ESG liés au changement climatique et vraiment au changement structurel majeur de ce type-là, dans quelle mesure est-ce que vous intégrez déjà, vous êtes en mesure d'intégrer ou réfléchissez à la prise en compte de ces risques dans votre propre job, je dirais? Didier, est-ce que c'est quelque chose qui... Alors la réglementation vous force à le faire. Alors la déjà. Oui, okay. La réglementation formelle. Mais au niveau ensuite plus général d'évaluer justement l'impact sur certains actifs, ce que ça peut avoir sur certains actifs, ou pour évaluer les risques liés à ces actifs, est-ce que vous estimez que la législation est suffisante? Alors est-ce que c'est le rôle de la législation? J'en doute. Est-ce que c'est une réflexion qui va devoir être intégrée dans la gestion au quotidien? On est au balbutiement d'une certaine manière en la matière, où on est déjà bien avancé. Je pense que c'est très hétérogène. Je pense que des gens sont tout au début du processus, et je pense qu'il y a des gens qui sont très très avancés dans ce processus. On voit les fonds souverains, par exemple. Certains fonds souverains ou certains gros institutionnels sont très très avancés sur cette question-là. Je pense que tout ça va amener à passablement de changements dans le marché, dans les changements de comportement des gens aussi. Et je pense qu'il y a des dimensions du problème qui n'ont pas été intégrées finalement dans la discussion. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Il y a le fameux exemple de Rolls-Royce qui est apparu ces derniers jours. Alors tout le monde veut se débarrasser de Rolls-Royce maintenant parce qu'ils fabriquent des moteurs d'avion et ça sert à fabriquer des armes, etc., etc. Et puis tout d'un coup, il y a un gouvernement qui se réveille en disant attendez, Rolls-Royce, c'est juste un actif ultra sensible au niveau de la sécurité nationale. Donc comment est-ce qu'on va gérer cette situation-là pour essayer d'éviter que Rolls-Royce tombe en des mains d'investisseurs étrangers non soumis à la réglementation ESG? Je pense que c'est des questions qui vont devenir absolument centrales dans les prochaines années. Et je pense que, personnellement, j'ai du mal à anticiper exactement ce qui va se passer, mais je pense qu'il va y avoir des ajustements aussi au niveau de l'implémentation de cette réglementation pour intégrer ces dimensions-là qui n'ont pas été du tout abordées, à mon avis, lors de la réflexion autour de ESG. Autre commentaire, Inès? Oui, alors l'impact de l'ESG... Avec justement le changement climatique dans toute son ampleur, on va dire dans toute son horreur. Voilà, donc c'est juste la première lettre, c'est l'environnement. Après, il y a le social, la gouvernance. Je pense que si je donne juste deux chiffres, c'est BP qui a perdu quasiment 50% de son market cap suite à leur crise dans le golfe du Mexique. Ça se traduit directement par la performance si vous le détenez dans votre fonds. Si je prends maintenant Wirecard, exemple classique de problème de gouvernance l'année dernière, vous voyez que votre investissement peut disparaître du jour au lendemain. Donc en fait, c'est tous des volets, des analyses qui ont probablement été déjà faits par le passé par la gestion. Maintenant, ça se concrétise, c'est-à-dire que on appelle fondamental, on analyse les ratios, on analyse l'outlook, mais après on dit on fait une analyse ESG aussi. Quelque part, c'est une notion qui a déjà dû être intégrée par le passé quand quelqu'un investit dans un pétrolier, mais il doit savoir que qu'est-ce qui se passe si il y a une attaque sur des pipelines ou sur des raffineries, qu'est-ce qui se passe si j'ai des problèmes de gouvernance parce qu'il y a trop de pouvoir concentré chez la même personne, ou qu'est-ce qui se passe si on investit dans une société de textile qui utilise la main-d'œuvre des mineurs dans les pays asiatiques. Donc tout ça, ça se traduit pour moi par des risques quantifiables.
Oscar, encore un commentaire peut-être? Oui, je crois que je suis plutôt d'accord. Je crois qu'il n'y a pas pour le moment, il n'y a pas de claire régulation, réglementation, et aussi il n'y a pas clair guidelines pour connaître qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, comme un exemple, je peux vous donner des informations. Chez nous, on a fait une enquête, chez nous, pas en Suisse, Cassis global, au niveau global. On a fait une enquête dans 32 fonds de pension, ils ont participé, et 82% d'entre eux nous ont dit qu'à leur avis, il n'y a pas beaucoup de suffisant, que la réglementation et les guidelines ne sont pas suffisants. Mais ils voudraient aussi faire plus des côtés ESG, mais ils ne peuvent pas pour le moment. Donc je crois que ça, c'est notre risque à considérer aussi. D'accord. Je vois que le temps avance, hein, et donc je pense qu'il nous faut gentiment, mais sûrement envisager de clore cette session. Pour le faire, je suggère d'aborder un dernier bouquet de questions, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà, on est encore en pleine crise du Covid. 2020 a été très marqué par cela, avec des effets finalement sur le plan financier assez réduits, du fait des actions des banques centrales et des trésoreries des États. 2021 poursuit pour le moment un peu dans la lignée de ce qui s'est passé l'année précédente. Mais je pense que c'est quand même un bon moment pour se poser la question voilà, d'établir quels sont finalement les défis majeurs aujourd'hui, alors que cette pandémie, on peut l'escompter, touche à sa fin dans l'année en cours. Quels sont donc les principaux défis, mais aussi qu'est-ce qu'on peut attendre dans une new normal qui pourrait s'implanter en matière de gestion des risques dans l'asset management. Alors, enfin, voilà, si je peux peut-être vous adresser cette question aussi pour vous demander quelles sont votre manière de sentir ça, et puis également peut-être simplement pour clore la discussion, un peu votre vision en relation avec ça. Dinesh ? Oui, alors évidemment avec la crise Covid, il y a une question qui arrive moins sur la table de la part de nos due diligence, c'est est-ce que vous avez un BCP ? Parce que c'était le stress test. Donc clairement, ça fait maintenant presque un an que certains de nos collègues ne sont pas venus au travail. Donc c'est vraiment un enjeu majeur de pouvoir organiser le flux d'informations et le flux de travail en place pour permettre d'avoir le contrôle suffisant et le dialogue suffisant avec toutes les équipes. Donc ça, c'était vraiment, pour moi, on en a parlé juste avant la séance, c'est que c'est un des enjeux majeurs, c'est comment vous avez l'information de ce qui se passe autour de vous. Donc les collègues... Il n'y a pas eu de casse en termes opérationnel, de stress test, etc. Mais maintenant, ce que vous voulez dire, en fait, c'est que voilà, il faut qu'on soit équipé pour revenir à cette normale, ou pour gérer également à l'avenir des situations de ce type-là. Quel est le message principal que vous voulez faire passer là, en fait? Je pense que le retour à la normale est d'avoir un flux d'informations, de dynamique d'entreprise qui était là, qu'il faut retrouver ce même état. D'accord, il faut revenir un peu à la situation d'avant, où on se retrouve au bureau, où on peut discuter avec les gens, aller dans leur bureau, voir leurs chiffres, etc. Et pas tout faire en vidéoconférence, c'est un peu ça. Finalement. Exactement. Didier ? Je pense qu'effectivement, le retour à la normale va faire beaucoup de bien à tout le monde, mais il va falloir gérer un peu la situation, parce que tout le monde va être tellement content de se retrouver que avoir un tout petit peu de discipline va prendre un tout petit peu de temps, je pense, à se remettre en place. Je pense qu'on a pu observer quand même que le système avait une résilience absolument remarquable durant 2020. Hein. J'entends, on a tous travaillé à la maison, quasiment, on continue depuis une année, et finalement le système s'est pas du tout arrêté.
il fonctionne avec c'est un petit peu plus compliqué d'obtenir l'information, comme le disait Danesh. Là, je suis complètement d'accord. On travaille tous sensiblement plus, en tout cas en termes d'heures et d'investissement à fournir pour justement collecter cette information dont on a besoin au quotidien pour fonctionner. Je pense que... Excusez-moi. Est-ce que ça va être un challenge en 2021, ce retour à la normale? Je suis pas convaincu. Je pense que ça va plutôt faire beaucoup de bien à tout le monde. Je suis plus circonspect sur ce qui va se passer sur les marchés. Je pense qu'on peut s'attendre à beaucoup de volatilité, en fait. Et donc, je pense que l'activité de gestion va être sous grande tension, en fait, sur les 12-18 prochains mois. Donc, il y aura certainement un stress accru du côté de la gestion et donc du support de la gestion. Très bien. Oscar? Oui, je crois qu'on a parlé des risques physiques, des risques humains, de tous les risques qu'on va venir que nous ne savons pas pour le moment. Pour moi, il y a un risque important, je crois que j'ai mentionné ça, mais comme résumé, c'est le risque d'adaptation. Parce qu'on vit maintenant dans un changement, la vie va changer, et pas seulement va changer, mais il change très vite. Donc pour moi, l'adaptation à la nouvelle norme, et tout ça, c'est clé, c'est super, super important. Parce que, par exemple, ici, nous sommes habitués à parler avec l'audience, avec le public, c'est plus fun, c'est plus interactif. Et maintenant, oui, on a les outils pour faire tout digital, mais pas la même chose. Donc, on a gestion des équipes aussi, gestion des équipes, gestion des clients, et ça va changer. Donc, il faut s'adapter à la nouvelle norme. Je suis d'accord, les BCP, c'était un vrai test. On est très, très privilégiés parce qu'on a pu travailler chez nous début de la crise, donc il n'y a pas de souci, mais il y a un risque de perdre des liens avec les équipes, les gens, de les motiver, de leur expliquer la stratégie de l'entreprise. Donc pour moi, le risque d'adaptation à la nouvelle norme, les nouveaux business models qu'il faut mettre en œuvre. Ça, c'est pour moi le plus important. Très bien. Messieurs, je vous remercie pour votre participation, vos contributions. J'espère qu'elles seront utiles pour vous qui visionnerez cette session. En ce qui nous concerne, et en ce qui me concerne, je peux simplement dire que effectivement, moi aussi, je regrette beaucoup l'absence de public, mais à défaut de grive, on mange des merles, et donc voilà, on a quand même été en tout cas très content de pouvoir faire cette discussion, cette présentation, et puis j'espère évidemment que la prochaine fois, ça sera live et en présentiel, comme on dit maintenant, et pas juste en virtuel. Voilà, merci beaucoup et à une autre fois. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Un grand merci à notre panel pour ces très intéressants échanges. Le prochain événement Friend of Funds à Genève aura lieu le 8 juin prochain sur un thème d'actualité, l'ESG. Nous espérons qu'à ce moment-là, la situation nous permettra d'être tous réunis pour de nouveaux échanges et un apéritif convivial. Avant de nous quitter, un petit pour-mémoire des prochains événements. À partir du 18 mars prochain, formation Fund Academy niveau intermédiaire, qui sera en format virtuel également. Les inscriptions sont donc toujours ouvertes. Le 15 avril prochain, atelier pratique Fund Academy sur le thème ESG, contraintes ou opportunités pour l'asset management. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question. Nous vous donnons rendez-vous le 8 juin prochain. D'ici là, bonne fin de journée.